Bonjour et bienvenue dans Commune Planète Hauts-de-France, votre magazine dédié aux enjeux écologiques de votre territoire. Une émission spéciale aujourd'hui préparée avec la Voix du Nord et dédiée à l'intelligence artificielle. Il y a quelques semaines, le président Macron annonçait l'installation de 8 nouveaux data centers ou centres de données dans notre région. Pourquoi un tel développement? Est-ce une bonne nouvelle? Et surtout, quel impact environnemental? Pour répondre à ces questions, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Romain Rouvois. Bonjour. Professeur au département informatique de l'Université de Lille, spécialiste de l'impact environnemental numérique, vous menez des travaux de recherche avec le CNRS au sein du laboratoire Crystal et de l'INDRIA et vous collaborez avec des entreprises comme OVH Cloud ou Carnot Computing pour étudier des solutions plus écologiques dans le secteur de l'informatique. Et Grégory Lebourg, bonjour. Bonjour. Directeur des programmes environnementaux d'OVH Cloud basé à Croix, le leader européen notamment dans l'hébergement de sites web d'entreprises ou de solutions d'intelligence artificielle. Grâce à une trentaine de data centers, OVH Cloud fait partie aussi de la coalition pour une IA durable. Et bien sûr, cet échange sera co-animé avec Thomas Evrard, journaliste à La Voix du Nord. Bonjour Thomas. Bonjour Anne. Alors les Hauts-de-France, après Paris, est une des régions avec la plus forte concentration de data centers. C'est véritablement une terre d'accueil de l'intelligence artificielle qui rejoint aujourd'hui tout un chacun dans son quotidien. Thomas, qu'en est-il précisément? Oui Anne, l'intelligence artificielle, vous n'avez pas pu la manquer ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Il y a d'abord eu une vague de photos retouchées pour ressembler à des dessins du studio japonais Ghibli, puis ça a été une déferlante de starter packs. Ces images, on les doit à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, propulsée depuis fin 2022 par des outils comme ChatGPT. L'IA, c'est aussi des applications très utiles dans les domaines de la santé et de la recherche scientifique, entre autres. Et derrière tout ça, on retrouve des centres de données bien réels qui tournent à plein régime et se multiplient. Au sommet de l'IA à Paris en février, Emmanuel Macron a annoncé 109 millions d'euros d'investissement d'ici 2030, avec la création de 35 nouveaux centres de données, dont 8 pour les Hauts-de-France. Près de Cambrai, la base logistique d'Ivalé, par exemple, devrait accueillir d'ici 2028 un centre de données d'une capacité maximale d'1 gigawatt. Toujours plus d'équipements, toujours plus de puissance et toujours plus d'impacts environnementaux. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie prévoit dans un rapport du 10 avril que la consommation d'électricité des centres de données mondiaux en 2030 équivaudrait à la consommation actuelle du Japon. Mais comment faire pour que l'arrivée des nouveaux centres de données dans notre région ne dégrade pas trop l'environnement ? Nous allons voir ça avec nos invités, mais d'abord posons le décor. Grégory Lebourg, j'aimerais vous poser une question simple pour nos auditeurs qui n'y ont jamais mis les pieds. En 1 minute, pouvez-vous nous dire à quoi ça ressemble un centre de données et à quoi ça sert ? Alors, un centre de données, c'est d'abord du foncier, c'est d'abord un bâtiment qu'on peut qualifier de bâtiment industriel, puisque c'est un bâtiment qui va héberger des meubles lourds. Et ces meubles, c'est quoi? Ce sont des baies. Et dans ces baies, il y a quoi? Il y a des serveurs. Et un serveur, il faut le voir comme un gros ordinateur qu'on aurait chez soi. Donc finalement, un centre de données, c'est un bâtiment qui va héberger des milliers, des dizaines de milliers de serveurs qui ont des capacités de calcul et de stockage qui permettent de faire fonctionner des services qu'on appelle les services cloud, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où que l'on soit dans le monde. Donc, effectivement, c'est la gestion de sites Internet, c'est les applications, c'est aussi les solutions d'intelligence artificielle. Mais sauf que cet environnement s'est accéléré avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, hein, c'est ça ? Oui, absolument. L'arrivée de l'intelligence artificielle générative fait qu'on a de nouveaux types de machines qui se généralisent, qui sont des serveurs, on va dire, encore plus gros que les serveurs classiques, qui tournent avec des composants qui sont un peu particuliers, qu'on appelle des GPU, c'est le nom de code, à la différence de ce qu'il y avait avant dans les serveurs qui s'appelaient des CPU. Et donc il faut voir ça comme finalement des gros serveurs avec des capacités de calcul qui sont dopées. Et ce sont des capacités de calcul dont on a besoin pour effectivement faire fonctionner l'intelligence artificielle et en première instance de caler ce qu'on appelle les gros modèles, en fait, qui sont des modèles d'apprentissage, qui se nourrissent de deux choses, d'un ensemble de données assez conséquent pour avoir des points d'entrée dans le modèle et de capacités de calcul pour pouvoir effectivement délivrer des résultats. Alors, il y a eu cette annonce de l'arrivée de nouveaux data centers, Thomas, et c'est vrai qu'il y a des impacts écologiques. Oui. Donc là, on parle d'émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique, de consommation d'eau, d'électricité, de déchets électroniques, d'artificialisation des sols. Selon vous, Romain Rouvois, quels sont les impacts les plus problématiques pour la région ?
Les impacts sur lesquels il faut être particulièrement vigilant, ils vont être principalement 2 à 3 ordres. Hein. Il y a la problématique de l'alimentation en électricité de ces data centers. Hein. Donc, comme ça a été dit, sur le site de Cambrai, la puissance envisagée est de l'ordre de 1 gigawatt. Donc, c'est pas anodin. Alors, fort heureusement, les acteurs comme RTE et EDF ont préparé le terrain. Donc, ils ont sélectionné des sites qui étaient en capacité d'être alimentés. Mais finalement, c'est comme une grosse industrie. C'est une grosse industrie, c'est une espèce de grosse usine quelque part, sauf que ce qu'on produit, c'est pas du concret en soi, des voitures comme on pouvait le faire au préalable, mais des services logiciels. On va fournir du numérique, des services en ligne, et pour ça, il faut pouvoir alimenter tous ces serveurs dont parlait Grégory. Ce sont des serveurs qui sont de plus en plus puissants, mais aussi consomment de plus en plus d'électricité, donc il faut pouvoir les fournir. L'autre point de vigilance sur lequel il faut faire attention, ça va être la consommation en eau. Donc ces serveurs, ils chauffent quand on les sollicite, et puis on va falloir les refroidir. Alors il y a différentes technologies qui permettent de refroidir des serveurs, et une des technologies principales, en fait, va reposer sur l'utilisation de l'eau. Et donc va nécessiter une certaine consommation d'eau de la part des data centers pour pouvoir faire fonctionner ces différents serveurs. Et ce qu'on voit, c'est que si on n'est pas vigilant sur les technologies utilisées, cette consommation d'eau peut aussi être assez importante. Alors vous, chez OVH Cloud, une entreprise qui existe depuis 1999, un fleuron de la région des Hauts-de-France, vous êtes déjà confronté à ces impacts environnementaux. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative n'est pas le cœur de votre modèle, mais on peut dire que déjà, vous utilisez déjà beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité. Comment une entreprise comme la vôtre s'est mobilisée pour trouver des solutions? Alors, en effet, l'arrivée de l'intelligence artificielle, on peut le voir un peu comme une bulle qui apparaît en fait dans l'écosystème numérique. Mais fondamentalement, c'est la même réalité, la même matérialité que le numérique au sens large, et en tout cas ce à quoi OVH Cloud fait face depuis une vingtaine d'années. Donc, pour simplifier un petit peu le positionnement de OVH Cloud, pour nous, l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est finalement la même chose que ce qu'on fait depuis 2 décennies. Et la réponse qu'on a donnée pour être le plus vertueux possible d'un point de vue environnemental, c'est de trouver en fait des solutions de gagner de l'efficacité énergétique. Puisque Romain en parlait, ces serveurs ont besoin de consommation électrique, mais ce qu'il faut aussi considérer, c'est que le data center a besoin de consommation électrique pour refroidir les serveurs aussi. Puisque finalement, un serveur est alimenté en électricité, va dégager de la chaleur. Donc, toute la bataille est d'essayer de réduire la part d'énergie dont on a besoin pour refroidir le système et uniquement utiliser de l'électricité pour ce qui est utile au bout du bout, c'est-à-dire faire des calculs ou assurer du stockage de données. Donc ça, là-dessus, il y a plein de technologies qui sont possibles et le choix qui a été fait il y a plus d'une vingtaine d'années par OVH Cloud est de venir collecter les calories émises par les serveurs au plus près de la source de chaleur avec des circuits d'eau en boucle fermée. Donc là, on n'a pas de consommation d'eau, on n'est pas en circuit ouvert, mais c'est diablement efficace par rapport au refroidissement traditionnel qu'on voit dans l'industrie, qui sont basés sur de l'air conditionné, en tout cas de la gestion de flux d'air. Et c'est là où je fais le lien avec l'intelligence artificielle, c'est que avec l'arrivée de ces nouvelles plateformes équipées de GPU, les densités énergétiques sont très fortes, mais finalement, la technologie qu'on utilise depuis une vingtaine d'années nous permet sans aucun problème d'assurer l'efficacité de la collecte des calories. Après, Romain parlait de l'usage de l'eau en bout de chaîne quand on va dissiper les calories avec l'air ambiant. Et là, effectivement, on va utiliser ce qu'on appelle du refroidissement évaporatif, qui permet de gagner encore en efficacité énergétique. Et c'est là aussi où il faut faire preuve de beaucoup d'innovation. Et c'est ce que nous aussi, on a mis en place depuis une vingtaine d'années pour essayer de minimiser le volume d'eau par unité finalement d'électricité consommée que l'on va utiliser en bout de chaîne. Et là encore, c'est tout à fait adapté à la réalité de l'intelligence artificielle. Alors, à vous entendre, la technologie semble maîtrisée. Et pourtant, maintenant, aujourd'hui, le monde un peu s'affole sur les chiffres parce que la demande est exponentielle à l'égard de l'usage de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que les nouveaux acteurs là, qui vont s'installer dans la région seront en mesure de faire face à ces besoins un peu exponentiels en termes d'électricité, d'eau? C'est un petit peu inquiétant. Alors, c'est inquiétant, mais encore une fois,
Vous faisiez référence à l'étude qui a été publiée par l'Agence internationale de l'énergie, donc en avril de cette année. Il faut bien remonter le temps pour voir un petit peu ce qui avait été publié il n'y a pas si longtemps, il y a un an, aussi au mois de janvier, en 2024. Cette même Agence internationale de l'énergie avait publié un rapport sur les prospectives, les projections de consommation électrique du fait de l'avènement de l'intelligence artificielle. Et là, à l'époque, effectivement, les chiffres étaient assez incroyables. On parlait effectivement d'une croissance exponentielle et on avait l'impression que ça allait plus que doubler en l'espace de 4 ans. Bon. La réalité, c'est que cette même étude a été remise à jour en octobre 2024 et a montré que la courbe était peut-être un petit peu moins pentue que ce qu'on espérait. Et là, dernièrement, le rapport auquel vous faisiez référence montre effectivement des chiffres qui sont un peu plus raisonnables. Il y a de la croissance, ça c'est un fait, mais beaucoup plus raisonnable. Et je crois que la réalité, elle est très simple, c'est que l'arrivée de l'IA, en fait, c'est une sorte de problématique qu'on a du mal à modéliser. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 types d'intelligence artificielle. Il y a d'abord la phase de calage de modèles, où là, on a besoin effectivement de gros data centers comme celui que vous mentionnez à Cambrai, d'1 gigawatt, pour aller entraîner en fait un ensemble très conséquent de machines équipées de GPU. Mais ça, c'est une utilisation dont on a besoin temporairement, le temps de caler le modèle. Et puis après, on rentre dans la phase d'usage de ces modèles, ce qu'on appelle l'inférence, où là, on sera dans des besoins de calcul beaucoup moins importants et surtout beaucoup plus distribués sur le territoire. Donc, on aura beaucoup moins de concentration. Vous comprenez bien la difficulté au bout du bout de modéliser, parce qu'il faut bien comprendre quels sont les acteurs qui vont venir caler des modèles et quels sont ceux qui vont venir les utiliser. Donc aujourd'hui, la matérialité, elle est évidente, la croissance est là, mais je crois qu'il faut aussi garder raison et pas avoir trop peur. Maintenant, effectivement, un data center d'1 gigawatt dans le nord de la France, c'est quelque chose d'assez singulier. 1 gigawatt, c'est une tranche nucléaire. C'est absolument comparable, comme le disait Romain, à une industrie comme la sidérurgie ou comme l'aluminerie. Donc c'est quelque chose qu'il faut effectivement regarder pour en regarder les impacts. Mais il y a quand même un problème aujourd'hui, une critique qui revient régulièrement, Thomas. Oui, on a une critique récurrente, c'est que les acteurs du numérique ne seraient pas assez transparents sur leurs données d'impact, et que ce soit en termes de consommation d'énergie, d'eau, d'émissions de CO2. Et pourquoi une telle situation, Romain Voix ? C'est lié aussi au fait qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de qualifier cet impact pour les industriels, parce que c'est toute une filière derrière qu'il faut mobiliser pour pouvoir collecter les données qui servent à calculer ces impacts. Donc les acteurs des data centers, on a évoqué des indicateurs comme l'efficience énergétique, ça ils arrivent maintenant à le partager, à le modéliser. Mais si on regarde plus largement, quand on parle d'impact environnemental, il y a tout ce qu'on appelle la phase d'usage, la consommation d'électricité à l'instant T, mais il a fallu construire ce data center, il faut construire les serveurs, il faut faire en sorte que les composants électroniques viennent de différents pays, et de savoir comment ils ont été conçus. Et donc tout ça, collecter toutes ces données, c'est particulièrement difficile et ça nécessite justement que toute la filière du numérique et cette filière matérielle en fait s'organise aussi pour pouvoir fournir ces informations et faire en sorte qu'à leur tour, les data centers puissent les partager. Et oui, nous sommes toujours avec Grégory Lebourg, directeur des programmes environnementaux d'OVH Cloud, et puis Romain Rouvois, professeur au département informatique de l'Université de Lille. On s'intéresse aux impacts environnementaux de l'arrivée de ces nouveaux data centers dans la région. Dans la région, on parlait de soucis de transparence des acteurs du numérique. Et vous, justement, Romain Rouvois, vous travaillez avec ces acteurs du numérique, vous travaillez avec OVH Cloud, mais avec d'autres, pour essayer de quantifier plus finement ces impacts environnementaux. Oui, tout à fait. On essaye d'aller toujours plus loin dans la quantification et la qualification des impacts. Nous, dans nos recherches, on essaye justement de réduire ce qu'on appelle le gâchis de ressources. Donc on voit là, on a ces giga data centers qui se mettent en place. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas parce qu'on a une grosse puissance à disposition qu'on en fait bon usage. Et il y a tout un tas de biais qui font qu'on peut perdre de l'énergie, on peut perdre des ressources bêtement si on n'optimise pas l'infrastructure de bout en bout. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'entre le data center et le service logiciel auquel vous accédez via votre téléphone portable, il y a tout un ensemble de couches qui sont mises en place. On a parlé des serveurs, mais il y a des plateformes logicielles derrière qui servent à opérer les services numériques qui sont installés sur ces serveurs. Et à chaque étage, on peut avoir justement des inefficacités qui se mettent en place. Donc on met en place des indicateurs qui permettent de qualifier à chaque étage est-ce qu'on utilise bien les ressources, on en fait bon usage, pour faire en sorte qu'au final, 1 watt investi dans un service logiciel soit en bout de chaîne 1 watt consommé par le data center. Et donc,
toute la chaîne qu'on a évoquée juste avant, ça nécessite de travailler sur chaque élément, de trouver des bonnes solutions, des solutions efficaces avec un impact aussi faible que possible, pour faire en sorte qu'au derrière, on n'ait pas perdu trop de ressources en fait, dans la fourniture de ces services. Alors, on voit bien que c'est pas simple de mesurer cet impact énergétique, mais vous, Grégory Lebourg, vous l'entendez, cette critique, comment vous la recevez, cette critique sur cette transparence des données sur les impacts ? Je la reçois très bien, cette critique, parce que chez OVH Cloud, on a vraiment cet état d'esprit en fait de transparence et de vouloir objectiver au maximum, de quantifier au maximum les choses. Donc Romain a évoqué effectivement un certain nombre d'indicateurs qui sont des indicateurs globaux sur le fonctionnement de nos systèmes, de nos data centers. Donc on a parlé d'efficacité énergétique, on a parlé de l'usage de l'eau, donc on parle d'intensité de l'usage de l'eau. Et puis on a parlé de bilan carbone. Donc ça, ce sont des choses que par exemple, en tant qu'OVH Cloud, on publie depuis des années, que l'on fait auditer par des tiers de confiance pour vérifier la sincérité. Ça fait partie des éléments extra-financiers que l'on publie annuellement. Ça, c'est très intéressant pour pouvoir qualifier, j'ai envie de dire, sur la base de données quand même quantifiées, de qualifier un opérateur par rapport à un autre. Mais après, au bout du bout, ce qui est intéressant vis-à-vis des clients, c'est de décrire à l'échelle des services qu'ils utilisent la réalité de l'impact environnemental. Et de commencer, bien sûr, c'est multicritère cette affaire-là, il y a plusieurs types d'impacts, mais pour n'en prendre qu'un, le bilan carbone dérivé à l'échelle des services cloud est quelque chose d'important. Et donc nous, on a mis en place depuis maintenant plus de 2 ans et demi, ce qu'on appelle une calculatrice carbone qui permet à nos clients de savoir mensuellement et avec un récap annuel quelles ont été les émissions d'équivalent de gaz à effet de serre, en équivalent CO2, de l'usage des services numériques. Et quelque part, cet effort de transparence, on ne le fait pas pour simplement mettre des chiffres sur une réalité diffuse, c'est pour permettre aux clients de faire des arbitrages et de choisir éventuellement des moyens de calcul ou de stockage un petit peu moins dimensionnés, mais qui fonctionneront très bien. Mais cette transparence, avant d'arriver sur les solutions un peu technologiques, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas encore obligatoire, je crois, sur cette transparence. Alors, la publication des indicateurs macro à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle d'un data center devient obligatoire puisqu'il y a une directive européenne qui a été signée par la Commission européenne qui s'appelle la directive d'efficacité énergétique des data centers. Ça, c'est récent, alors. Absolument, ça date de l'an dernier. Et donc là, on est dans la phase en fait, où les États membres vont signer les lois d'application de cette directive, mais cette directive chapeau, elle s'applique dès à présent. Et elle oblige les acteurs, effectivement, à se conformer à un ensemble de ce qu'on appelle le reporting, donc de remonter des informations normalisées pour juger de la performance de leur système. Ça, c'est le premier étage de la fusée, je dirais. Le deuxième, qui est celui dont je parlais sur la nécessité de dériver, en fait, l'impact environnemental à l'échelle des services pour que ce soit beaucoup plus parlant aux utilisateurs, un petit peu comme le font, par exemple, les fabricants de voitures qui vous disent aujourd'hui tel modèle va émettre tant de grammes d'équivalent CO2 par kilomètre. C'est une information importante pour la décision d'achat. Eh bien, ça, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de cadre réglementaire qui l'impose et encore moins de méthodologie qui permettent de normaliser les choses et donc de comparer des services par rapport aux autres. D'où la difficulté. Alors, les solutions. Oui. Quelles solutions innovantes, du coup, sont à l'étude chez les acteurs du numérique pour réduire les impacts ? Chez OVH Cloud, qu'est-ce que vous mettez en place notamment ? Est-ce que vous avez des solutions pour la récupération de la chaleur notamment Alors, je pense qu'une des premières stratégies à faire, c'est d'aller travailler, comme le disait Romain, sur le front de l'efficacité énergétique. Pour ça, je pense que la généralisation du refroidissement à l'eau, soit avec des circuits fermés, et soit avec ce qu'on appelle aussi le refroidissement immersif, où on va tremper en fait les serveurs dans un fluide diélectrique, dans de l'huile, c'est une piste extrêmement prometteuse pour aller chercher cette efficacité énergétique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il y a quelque chose qu'on met souvent de côté, c'est la nécessité de faire appel à des minerais, des métaux, des terres rares, ce qu'on appelle les ressources abiotiques de manière générale. Au moment même où on a finalement un conflit d'usage entre le numérique qui en a besoin, mais également d'autres filières comme l'électrification de la mobilité ou la production d'énergie bas carbone à travers des éoliennes ou des panneaux solaires. Là, clairement, il est important pour le coup de faire durer les composants, de les réemployer. Donc là, par exemple, quelque chose que nous, on a mis en place depuis maintenant une quinzaine d'années, du fait de notre modèle industriel intégré verticalement, on construit nos propres serveurs. Donc en fin de vie, au bout de 9-10 ans, ces serveurs, on peut les déconstruire et récupérer les composants. Ce cycle logistique en fait inversé, c'est quelque chose qui va permettre de faire durer. Le réemploi est vraiment une arme extrêmement intéressante pour éviter d'avoir à refaire du neuf. Puis au bout du bout, c'est le recyclage. Alors Romain Rouvois, vous, quelles solutions vous voyez un peu émerger pour pallier les impacts environnementaux ? Alors, dans les solutions, une des solutions qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est la réutilisation aussi de la chaleur, donc de
réfléchir aussi en écosystème de manière plus large au-delà du data center et de se poser la question, ces émissions, notamment de chaleur, comment elles peuvent être réemployées aussi, recyclées par des tiers potentiellement, donc pas forcément les acteurs du data center, mais leurs voisins, pour pouvoir faire en sorte qu'elles ne soient pas perdues et qu'on ne paye pas deux fois, une fois pour chauffer l'eau et une fois pour la refroidir ensuite. Et donc ça, il y a des solutions, hein. On collabore aussi avec des acteurs comme Carnot Computing qui eux proposent ce qu'on appelle des chaudières numériques, mais chez les acteurs du cloud, ça va être donc, la possibilité. Ils récupèrent la chaleur émise par les data centers, c'est transformé pour faire chauffer de l'eau. C'est ça ? C'est ça. Alors, leur approche est un petit peu différente des data centers traditionnels, puisque eux, ce qu'ils proposent, c'est d'installer les serveurs directement dans les bâtiments et de venir se greffer, en fin de compte, au système de chauffage de l'eau en place. Voilà, et donc ça permet de chauffer une entreprise qui sera à côté. Voilà, un immeuble ou une entreprise localement. Et puis peut-être que les usagers en bout de course ont un rôle à jouer aussi pour pallier les impacts environnementaux. Tout à l'heure, je parlais des starter packs notamment. Quel conseil vous pourriez donner à des usagers de l'intelligence artificielle, des outils comme ChatGPT, pour une utilisation responsable ? Alors c'est très compliqué puisque généralement ça vient avec un confort. Tous ces outils ont un succès retentissant parce qu'ils sont assez faciles à utiliser. Justement, tout le déploiement des services numériques ont fait qu'ils sont beaucoup plus vite accessibles à l'ensemble de la population et que les gens se l'approprient très rapidement pour même découvrir de nouveaux usages, hein. Donc ça fait beaucoup évoluer les pratiques professionnelles et personnelles. Maintenant, justement, au travers de ces indicateurs, on essaye de faire prendre conscience de la population, de la matérialité du numérique, hein. Quand on parle de cloud, on donne l'image du nuage, mais en réalité, il y a une réelle matérialité derrière, et c'est ce qu'on essaye de faire au travers des différents indicateurs qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, et de faire prendre conscience aux gens que c'est pas anodin d'utiliser ces outils. Il y a Thomas Pesquet qui a évoqué les starter packs et justement l'impact environnemental que pouvaient avoir ces IA génératives. Et ce qu'on essaye de contrôler, et c'est très difficile à faire, c'est ce qu'on appelle les effets rebonds, c'est-à-dire à partir du moment où les choses paraissent très simples à utiliser, peu chères parce qu'on ne perçoit pas le coût, que ce soit un coût monétaire ou un coût environnemental, on va avoir ce confort d'utilisation et on va en utiliser plus, on va en générer plus, avec là aussi un emballement des impacts qui peut être derrière. Une dernière question, voilà, il nous reste 1 minute chacun. À la fin de cette émission, voilà, sur quel point doivent être vigilants les acteurs politiques et puis industriels avec l'arrivée de ces nouveaux data centers dans la région, sur quel point vraiment ils doivent être vigilants, puisque voilà, c'est des projets qui vont se mettre en route là prochainement. Grégory Lebourg. Alors, encore une fois, par rapport à cette réalité industrielle qu'on a essayé de décrire, je crois que ce qui est important pour un décideur localement, c'est d'abord de se dire que l'implantation d'un data center, ce serait intéressant de le faire sur une friche industrielle existante. Ça, je crois qu'on l'a peu évoqué jusqu'à présent, mais l'artificialisation des sols est un vrai enjeu pour cette industrie. Voir des data centers qui poussent comme des champignons partout, c'est plus intéressant de le faire sur des réemplois de friches industrielles que de le faire sur des champs qui sont vierges. Ce qui est d'ailleurs le modèle de VH Cloud depuis une vingtaine d'années. Donc ça, je pense que première chose, valoriser le foncier disponible. Deuxièmement, s'assurer que ça ne crée pas un déséquilibre dans l'approvisionnement en électricité. Il faut l'électricité pour tout le monde. Donc c'est très bien d'installer un data center d'1 gigawatt dans le nord de la France, pour autant que le réseau, que ce soit dans sa distribution ou même la production électrique, soit capable d'y faire face. Et je crois que c'est le cas dans le nord de la France. Le troisième point, c'est de peut-être faire attention aussi à la situation de stress hydrique des ressources en eau dans les aquifères et de ne pas installer de data center dans des régions qui vont demander un usage intensif de l'eau là où il en manque. Et enfin, on l'oublie souvent, mais il y a aussi besoin de connectivité pour faire fonctionner tout ça, et donc de s'assurer que ces data centers sont au plus proche d'artères en fait, de réseaux de communication existants pour éviter d'avoir à refaire du génie civil et déployer des infrastructures qui sont parfois lourdes. Je crois que c'est vraiment ces 4 piliers qu'il faut regarder, et avec le réemploi de chaleur fatale, là on aura vraiment la cerise sur le gâteau parce qu'on sera en écocircularité complète. Romain Rouvois a peut-être un rajout, et en quoi c'est une bonne nouvelle finalement l'arrivée de ces nouveaux data centers? Alors, c'est clairement une bonne nouvelle d'un point de vue économique, ça montre que la région est assez dynamique sur ces sujets-là et que dans notre tissu industriel c'est important de pouvoir se positionner là-dessus, mais comme l'a dit Grégory, il faut aussi être particulièrement vigilant. On a vu aux Pays-Bas, au nord d'Amsterdam, un data center de Microsoft qui avait annoncé une certaine consommation d'eau, donc de l'ordre de 10 000 mètres cubes par an. Ils se sont aperçus après quelques années que en réalité le data center consommait 8 fois plus
que ce qui avait été annoncé. Donc je pense qu'au niveau des politiques, il faut avoir quand même un regard sur justement la consommation de ces ressources et s'assurer justement que les choses sont bien faites. On a les technologies, on sait faire les choses proprement, mais dans cette volonté de passer à l'échelle, il faut faire attention à ce que, comme je disais, le gâchis ne l'emporte pas dans un souci de vouloir aller trop vite aussi, des fois, pour répondre à la demande. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission Comme une planète Hauts-de-France. Derrière l'IA, quel impact environnemental pour les Hauts-de-France? Un grand merci à Grégory Lebourg, directeur des programmes environnementaux d'OVH. Merci beaucoup aussi à Romain Rouvois, professeur au département informatique de l'Université de Lille. Et puis merci également à Thomas Évrard, journaliste à La Voix du Nord. Mathieu Dubois pour la mise en onde de l'émission. Vos éclairages nous ont permis de mieux cerner les impacts environnementaux du développement exponentiel de l'intelligence artificielle. Et puis, on a bien cerné les points de vigilance que doivent avoir dans notre région les politiques et les industriels. Le podcast est à retrouver sur RCF Hauts-de-France et sur toutes les plateformes. À bientôt le 23 mai prochain pour une nouvelle émission spéciale Comme une planète Hauts-de-France. Avec La Voix du Nord, nous nous intéresserons à la pêche durable sur la Côte d'Opale. Et un grand merci pour votre fidélité.